Et nous accueillons sur ce plateau Maël Benoliel, le réalisateur de ce reportage. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et monsieur Salomon Bouzaglo, vous êtes directeur de l'Institut pour la recherche du monde séfarade et du maranisme. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence avec vous, Maël. Merci pour ce reportage qui était passionnant. Alors, on l'avait vu la semaine dernière avec votre enquête menée en Israël, que des familles avaient été séparées et que donc des Juifs éthiopiens étaient toujours à Gondar ou à Addis Abeba. On les a découverts cette semaine dans ce reportage. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant là-bas? Est-ce que vous vous attendiez à trouver une communauté finalement aussi organisée, aussi structurée? Je ne m'attendais pas du tout à trouver ce type de communauté, disons avec un niveau d'hébreu impressionnant, notamment chez les plus jeunes. Et puis avec aussi cette impression qu'on a affaire en fait finalement à une communauté comme il en existe tant chez les Juifs, dans le judaïsme, en diaspora. Voilà, on est encore une fois, on est en Afrique, au milieu de nulle part. Passez-moi l'expression. Et puis vous arrivez, on voit cette image sur la porte, cette étoile de David, vous poussez la porte et les enfants parlent hébreu, et les enfants apprennent l'hébreu. Exactement, donc à ce moment-là, on est à Gondar, dans un quartier, le quartier de Tchétchéla, et puis presque par hasard, on tombe sur ce centre communautaire avec cette Maguette David, cette étoile de David, pardon, ces inscriptions en hébreu. C'est vrai que c'est assez touchant, ou en tout cas c'est assez surprenant. Mais c'est pas l'unique chose qui m'a surpris. Ce qui m'a aussi surpris, mais peut-être même plus choqué, c'est vraiment les conditions de vie très difficiles dans lesquelles la pauvreté, évidemment. Alors il faut savoir qu'il y a des recherches qui ont été faites. Les Juifs éthiopiens sont plus pauvres que l'Éthiopien moyen, et ils vivent effectivement dans des conditions très difficiles, alors que ce soit de la même façon à Gondar ou à Addis Abeba. Ces gens-là mènent en fait une vie un petit peu de réfugiés. Ils ont effectivement quitté leur village. Pour certains, ça fait des décennies, 20, 25 ans. Ils ont vendu leurs terres, leurs parcelles, leurs biens. Ils ont quitté La majorité travaillait la terre, c'était leur source de revenus. C'est des agriculteurs, effectivement, pour la majorité d'entre eux, mais comme on voit là aussi dans le film, ça peut être aussi des forgerons, des tisseurs, des couturiers, des artisans, exactement. Et donc, ces derniers ont quitté leur village, pensant effectivement que très rapidement, ils se trouveraient en Israël, en train de vivre, ce qui n'a pas été le cas. Et puisqu'ils se trouvent dans cette situation d'attente, ils n'ont pas, si vous voulez, investi dans une vie en Éthiopie. Puisque toujours, ils se disaient... ils se disent toujours, demain, après-demain, on va partir. Donc, à quoi bon construire une vie ici à Addis Abeba ou à Gondar, puisque de toute façon, demain ou après-demain, on sera en Israël. Alors, on a retrouvé sur place le rabbin Veldman que vous aviez suivi en Israël. On le voit encourager la communauté à pratiquer, vérifier si l'orthodoxie juive est bien respectée. C'était une condition officielle pour que ces Juifs éthiopiens puissent venir en Israël, hein? Je pense que plutôt c'est une initiative non pas personnelle, mais... si vous voulez, il n'est pas tout seul, le rabbin Veldman. C'est un mouvement, il s'inscrit dans un mouvement. Effectivement, il s'inscrit dans un mouvement. Et donc, mais c'est vraiment lui, pour le coup, qui tire toutes les ficelles. Alors, il vit en Israël, la plupart du temps à Haïfa, dans le nord d'Israël. Mais il se rend très régulièrement à Gondar et à Addis Abeba pour visiter ces communautés dont il est le rabbin officiel. Et alors, il leur dit, il leur martèle même... Et c'est ce qui s'est passé en fait depuis ces 25 dernières années, c'est que en fait, dans cette situation d'attente, autant en profiter pour d'une part apprendre l'hébreu et d'autre part donc se préparer à la future venue, et d'autre part, étant donné que c'est un rabbin orthodoxe, progresser dans leur pratique religieuse orthodoxe. Il a aussi un côté un petit peu missionnaire. Ce rabbin, puisqu'il a réussi à faire partager cette foi orthodoxe juive qu'il a et cette pratique religieuse à ces mêmes juifs éthiopiens qui, à la base, je vous le rappelle, avaient un judaïsme complètement différent de celui qu'on connaît chez les orthodoxes aujourd'hui. Absolument. Alors justement, parlons de cet espoir que l'on a pu voir chez ces personnes, qu'elles soient à Gondar ou à Addis Abeba. Comment le gouvernement va-t-il choisir ceux qui vont pouvoir venir peut-être en 2018. Il y a une liste, on le sait. Comment parmi ces 8000, les priorités sont données? Il y a en Israël des enfants qui ont encore leurs parents, leur père, leur mère
en Éthiopie, à Addis Abeba ou à Gondar, ou à l'inverse, il y a ici en Israël des parents qui ont leurs enfants, leurs fils, leurs filles, qui se trouvent toujours bloqués en Éthiopie. Donc la priorité des priorités, c'est effectivement de faire venir d'abord ces personnes-là. Pour regrouper les familles. Je me tourne vers vous, Salomon Bouzaglo. Merci encore d'être là. Nous sommes face à un cas de personnes juives qui ont été les Falashmoura aujourd'hui en Éthiopie. On l'a vu dans le premier volet de notre reportage. Contraintes à la conversion, comme beaucoup d'autres juifs dans le monde. On pense bien sûr tout de suite à l'Espagne au temps de l'Inquisition, où on le sait, des juifs ont été forcés de se convertir. Certains ont continué à pratiquer la religion chez eux en secret. On les appelle les Maranes. C'est votre travail quotidien au sein de votre organisation. Vous travaillez avec l'ensemble des Maranes dans le monde. Dans quelle autre communauté, quel autre pays est concerné par ce phénomène ? Effectivement, nous on travaille un petit peu partout dans le monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis, le sud des États-Unis, le Mexique et l'Amérique du centrale et l'Amérique du Sud. En fait, et disons en Europe la péninsule ibérique. On a des chiffres. Ça représente combien de personnes dans le monde ? Les chiffres sont donnés essentiellement par des démographes qui parle à peu près entre 10 et 15% de la population totale de ces pays. Donc on arrive effectivement à des chiffres énormes. C'est énorme. Maintenant, le phénomène du réveil de ces Maranes au judaïsme, il se divise finalement en deux. Ce sont les gens qui décident de se structurer, de se réunir en communauté, en groupe, qui vivent déjà en groupe, qui savent que la seule manière de pouvoir donner à la nouvelle génération une vie juive, c'est effectivement de se réunir en groupe. Et là, en comparant un petit peu avec les Falashmoura, on est quand même bien en arrière, dans ce sens où aujourd'hui, on essaie de se rapprocher de toutes les institutions publiques juive, l'agence juive, le ministère des diasporas. On a également ouvert une commission parlementaire à la Knesset sur ce sujet, justement, pour finalement pour avoir de l'aide. Mais on est quand même un petit peu en retard. Alors justement, quelle est la position officielle du gouvernement d'Israël par rapport à ces communautés-là ? Alors, la position officielle, c'est que pour l'instant, ce ne sont pas des gens qui sont reconnus. Ils ne sont ni reconnus par le grand rabbinat, et ils ne sont pas reconnus par l'agence juive. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont des communautés qui vivent une vie juive totale, vraiment. Les communautés qui se sont déjà formées dans tous ces pays, ils se comportent comme des juifs. L'Internet leur permet finalement d'accéder à des contenus assez facilement. Mais ce sont des personnes qui se sont convertis ? Non, pas du tout. Ce sont des personnes qui vivent une vie juive, qui ne sont pas converties, c'est-à-dire formellement, officiellement, et n'ont suivi aucun processus de conversion. Finalement, la rabbanout ne veut pas se pencher sur ce problème, alors que c'est un problème énorme. En chiffres, on est nettement supérieur aux chiffres des Falashmoura. Donc, il se constitue des communautés qui mènent une vie totalement juive, une vie juive et nationale, puisqu'on est en contact avec eux constamment. Il y a 1 an et demi à peu près, c'était en mars 17, on a réussi à amener 18 leaders de différentes communautés maranes pour essayer de faire comprendre essentiellement, de faire reconnaître ce qui se passe vis-à-vis de notre gouvernement, des différents ministères, de l'agence juive. Et il y a déjà une petite ouverture qui s'est faite grâce à ce... Quel est le lien de ces communautés justement avec Israël ? Ouais, qu'est-ce qu'ils réclament en fait ? Eux, en fait, ils réclament la conversion. Ils veulent revenir le droit au retour et la conversion, oui. Alors aujourd'hui, malheureusement, étant donné que le rabbinat ne s'est pas encore penché sur la question de manière formelle et claire, il y a eu une première ouverture du côté du ministère des diasporas qui font une première enquête, une enquête qui prend énormément de temps. Qui se base sur quoi ? Sur les noms de famille, on l'a vu comme avec les Falashmoura, sur l'histoire du pays ? Pour l'instant, même pas. Pour l'instant, eux parlent de groupes émergents, de groupes sympathisants Israël. Donc ça inclut effectivement les Maranes, mais ils ne mettent pas à disposition tous ces dispositifs. À quel moment donné on peut parler
de Maran. Il y a un travail d'historien qui est fait. Comment on reconnaît que ces gens-là ont été convertis de force? Dans tout le processus de retour au judaïsme, en fait, ces gens-là font une recherche de leur nom, de leurs racines. Et là, on a quand même la chance d'avoir pas mal d'informations si on compare un petit peu avec les Fala Shmura, puisque les processus de l'Inquisition sont très bien documentés, sont clairs. C'est vrai que la plupart d'entre eux ont été brûlés, mais il reste quand même beaucoup d'informations, parties publiques, parties encore enfermées dans les églises et les couvents. Mais on a beaucoup d'informations qui nous permettent quand même de faire des recherches et d'appuyer finalement tous ces gens-là. Ces gens-là ont des racines qui sont juives. On n'a pas trop de difficultés à le démontrer, surtout pour ceux qui vivent déjà en communauté, puisque finalement, eux ont suivi déjà un processus qui va beaucoup plus loin que ça. Ils ont fait leurs recherches, ils ont ce sentiment que, ils ont des traditions qui sont purement juives, des traditions qui ont très peu de rapport avec la pratique juive. Ces gens-là se découvrent à travers la recherche, on les aide pas mal également, oui. Et là, donc, ils décident de vivre maintenant dans des communautés qui n'existaient pas avant. Ce sont de nouvelles communautés qui ont leur synagogue qui n'est pas reconnue par les communautés juives. Les communautés juives les rejettent totalement, en fait, ils ne sont pas acceptés. Alors, mais maintenant, c'est vrai, dans tous ces pays, il y a également pas mal de différences sociales, et donc les classes, disons, les plus déshérités ont beaucoup de mal. Ceux qui ont de l'argent arrivent quand même à se faire accepter dans les communautés juives, oui, mais ce sont des éléments qui sont comptés. Et en fait, c'est un processus qui prend beaucoup d'ampleur. Nous, on pense que c'est une réelle vague de aliyah potentielle pour Israël, mais pour le moment... encore un long chemin à parcourir. La juive ne pense pas comme nous. Oui, un long chemin, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bouzaglo, d'être venu là et pour ces histoires fascinantes. Merci, Maël, encore pour ce reportage passionnant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau documentaire. Très belle soirée à vous.